D'accord. Donc, voilà, je vous partage donc le document à propos du thème d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le partage? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, le sujet, c'est aujourd'hui la quatrième vertu cardinale, ce qu'on appelle donc la vertu cardinale. Alors, il y a un bruit de fond, je pense. Je crois que c'est chez Joseph, non? Ah, c'est Joseph. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, Joseph? Oui. Merci. Voilà, donc, je disais à l'instant, donc, la quatrième vertu, on a appelé donc vertu cardinale de prudence, ce que les Grecs appellent la phronésis. Donc, c'est dans le livre 6 de l'éthique à Nicomaque, si vous voulez aller lire le texte. Donc, la prudence, c'est une vertu intellectuelle. C'est le titre de l'exposé, c'est une vertu intellectuelle. Donc déjà, on se rend compte que la prudence est déjà bien éloignée du sens qu'on peut en saisir spontanément si on parle de vertu intellectuelle. J'ai essayé de mettre en... Ouais, il y a un bruit de fond là, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas une réverb, enfin un écho? Ouais, il y a comme un... Peut-être c'est Monsieur Lamy, je ne sais pas. Je Ah coupe oui. mon micro. Peut-être oui, couper les micros voilà. et puis rallumer les micros si vous voulez intervenir ou si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit. Merci. Donc, oui, pour des raisons pédagogiques, j'ai mis en noir, si vous avez le partage d'écran, vous pouvez voir qu'en noir, en fait, c'est le texte d'Aristote, c'est-à-dire c'est le texte d'origine. En rouge, ce sont les éléments que je mets en évidence. Donc, le titre, les grandes parties, les concepts essentiels. Et puis, en bleu, régulièrement dans l'exposé, vous avez en bleu des textes qui correspondent à des commentaires ou bien à des clarifications, soit globales, soit, par exemple, tout simplement des commentaires de saint Thomas. Saint Thomas va notamment commenter la prudence au sens de sagesse politique, au sens de synthèse entre l'universel et le singulier. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la prudence est une synthèse entre des connaissances universelles et l'adaptation à des circonstances, à des situations qui sont toujours individuelles, qui sont toujours particulières, qui sont toujours différentes et uniques, différentes les unes par rapport aux autres. Alors, deux grandes parties pour parler un peu de la prudence. Premièrement, essayer de la définir, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la définir par rapport à ce qu'elle n'est pas, ou plus exactement par rapport à ce qu'elle est de façon plus enrichie, de façon plus précise. Et deuxième partie, on va voir en quoi la prudence est une vertu intellectuelle, certes, mais une vertu surtout politique. C'est-à-dire que la prudence, c'est la sagesse de l'homme politique. C'est la sagesse pratique. C'est ça qu'il faut ajouter parce que la prudence est donc l'action, la praxis, donc dans les affaires humaines, c'est-à-dire aussi bien sur le plan individuel que sur le plan de la vie de la cité, de la vie donc collective. C'est toujours pareil chez Aristote. La dimension éthique n'est jamais séparée de la dimension politique et de la dimension collective. La prudence, spontanément, on s'en fait une définition individuelle, l'homme prudent, ce qui n'est pas faux. Mais Aristote va avoir une approche beaucoup plus enrichie de cela, puisqu'il va en faire une vertu morale, une vertu intellectuelle et surtout une vertu politique. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'exposé. Alors je démarre, donc définition de la prudence. Donc voilà ce que dit Aristote. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De l'avis général, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement.
Voilà, déjà première chose, c'est cette capacité de délibération, c'est-à-dire cette capacité d'interagir avec ses semblables afin de prendre la décision éthique et la décision politique qui soit la plus avantageuse et la meilleure pour soi-même ou pour la cité. Alors, il poursuit de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel, par exemple, quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps, mais d'une façon générale, quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Voilà, donc vous voyez déjà tout de suite que l'homme prudent a en vue non pas simplement une dimension négative, c'est-à-dire éviter un danger, éviter un problème ou bien avoir une approche vraiment négative du concept, mais c'est une approche beaucoup plus enrichie, beaucoup plus positive. La prudence est un moyen pour atteindre la vie heureuse, nous dit Aristote, hein, puisque la philosophie d'Aristote, c'est une philosophie qu'on appelle de la recherche de l'eudémonia, c'est-à-dire du bonheur, mais un bonheur qui n'est pas simplement un bonheur, on va dire, hédoniste, ou bien un bonheur privé ou individuel, mais c'est un bonheur qui correspond à l'idéal d'une vie éthique, d'une vie vertueuse. Et la prudence intègre, bien évidemment, dans son objectif, dans sa recherche de la vie heureuse, la dimension de la justice, bien sûr, la dimension de la tempérance et évidemment la dimension du courage. Donc, ce que veut dire Aristote ici, c'est que, alors pour commenter un peu ce qu'il vient de dire, donc le prudent n'est donc pas, comme l'usage nous incite à le penser, celui qui s'arrange pour éviter le moindre danger. Je viens de dire que le prudent est aussi un homme courageux, donc le prudent n'est pas un poltron. Le prudent n'est pas un homme qui va chercher à éviter les problèmes, mais celui qui juge et choisit bien. Voilà. Donc là, on revient sur la notion de délibération. Un homme prudent est quelqu'un qui sait juger un événement, qui sait juger une situation. Ça, c'est la première chose. Et qui va savoir, dans un second temps, agir. Ça, c'est la dimension fondamentale de la prudence. La prudence n'est pas une vertu passive, c'est une vertu active qui va donc proposer à l'homme d'agir sur son environnement, sur ses semblables. Celui qui juge et choisit bien, qui discerne dans la complexité des situations humaines ce qu'il faut faire. Ainsi, Aristote nous signifie que la prudence est une vertu de l'intelligence qui juge et qui juge bien. Donc voilà, l'enjeu ici, c'est de bien juger. C'est pour ça que c'est une vertu intellectuelle, mais de juger en fonction de normes éthiques, ça, c'est sa dimension morale, c'est sa dimension pratique. Pratique au sens moral, hein. Pratique dans le jargon philosophique veut dire en fonction de vertus éthiques, en fonction de normes morales, hein, pas simplement le côté habile ou bien pragmatique des choses. Ce qui va nous permettre de distinguer l'homme prudent, par exemple, de l'homme habile. L'homme prudent n'est pas un homme habile, parce qu'on peut être habile pour parvenir à des fins qui soient mauvaises. L'homme prudent est un homme vertueux, c'est-à-dire que c'est un homme qui juge de la fin qu'il va rechercher et qu'il juge des moyens qu'il va choisir en fonction de normes éthiques et non pas en fonction de normes nocives. Mais, comme Aristote va le montrer, ça va être la suite du texte, la prudence règle le jugement pratique. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire ordonner à l'action, l'action par exemple politique, la praxis, c'est-à-dire changer ou bien intervenir dans la réalité, et non exactement le jugement théorique, ordonné à la connaissance scientifique du nécessaire. Donc ça, c'est intéressant de voir que la prudence ne relève pas de la science. Pourquoi? Parce que la prudence, comme je l'ai dit tout à l'heure, va toujours avoir affaire à des cas uniques, ou en tout cas à des situations politiques ou sociales qui sont toujours différentes les unes des autres, notamment par exemple dans le domaine judiciaire ou dans le domaine, comme on a vu la dernière fois en ce qui concerne les décrets. Vous pouvez avoir une loi générale qui est mise en application, mais parfois il faut poser des décrets parce que la situation est mal évaluée par la loi, ou plus exactement la loi générale ne suffit pas pour juger de tous les cas particuliers. Donc
Voilà pourquoi également la prudence n'est pas un jugement théorique, scientifique, mais un jugement pratique. Je vais y revenir après. Le prudent n'est donc pas d'abord celui qui choisit les bons moyens pour obtenir des fins particulières, par exemple choisir le bon chemin pour aller à tel endroit, mais celui qui ordonne bien sa vie. Donc ça, c'est fondamental. Le prudent est celui qui ordonne bien sa vie, qui décide des bons moyens dans la trame singulière de ses jours pour vivre bien et, comme disaient les anciens dans l'Antiquité, accéder à la vie bonne, ce qu'on appelait la bonne vie, la vie humaine bonne, c'est-à-dire une vie qui mérite d'être vécue dans cette recherche éthique, dans cette recherche vertueuse d'un bonheur, qui n'est pas un bonheur, comme je l'ai dit à de multiples reprises, qui n'est pas un bonheur domestique, qui n'est pas un bonheur simplement personnel ou privé, mais qui est un bonheur évidemment individuel dans le sens où c'est bien sûr l'individu qui mène sa vie et qui se dirige avec prudence, mais qui la mène en fonction de normes, non pas simplement individuelles, mais des normes éthiques. Donc ça veut dire des normes également collectives, puisqu'il y a effectivement une façon objective de définir le courage, une façon objective de définir la tempérance, une façon objective de définir la justice, une façon objective de définir la prudence. Ici. Donc la recherche de la bonne vie, c'est pas simplement l'apanage de la philosophie d'Aristote. Tous les antiques parlent de la recherche de la vie bonne. Les stoïciens parlent de la même chose, les épicuriens, Platon, toutes les écoles de l'Antiquité sont à la recherche de la vie bonne, même s'ils la définissent de façon différente. Mais en tout cas, la bonne vie humaine, c'est celle qui, éthiquement, mérite d'être vécue et mène donc, puisqu'elle est éthique, infailliblement au bonheur de l'individu et de la collectivité. Aristote poursuit, une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont en un domaine déterminé, quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin particulière, digne de prix, dans des espèces où il n'est pas question d'art. Oui, effectivement, alors Aristote rejoint un petit peu la conception qu'on a ici de l'homme prudent, c'est-à-dire que tout individu, dans sa vie quotidienne, est capable de définir avec justesse la fin qu'il veut rechercher et les moyens qui y correspondent. En un sens, effectivement, c'est donc effectivement le comportement de l'homme prudent. Mais, ajoute-t-il, où il n'est pas question d'art. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que, alors, tout à l'heure, j'ai dit que la prudence n'était pas de l'ordre de la science, n'était pas de l'ordre des mathématiques ou de la logique. Et par ailleurs, Aristote précise qu'il n'est pas question d'art. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sens à parler d'un homme prudent quand, par exemple, je vais construire quelque chose, quand je vais bâtir quelque chose. Je peux faire une erreur d'appréciation, je peux faire une erreur de jugement d'ordre mathématique ou d'ordre géométrique, mais il n'y a pas d'enjeu éthique, il n'y a pas d'enjeu moral dans la question. Si je fais une erreur dans mathématiques, par exemple, ou si je fais une erreur dans la construction d'un objet. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la prudence relève non pas de l'art, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez des séances précédentes, l'art, c'est la techné, c'est-à-dire la dimension technique. Donc, c'est-à-dire la capacité de produire quelque chose de matériel. Or, la prudence ne relève pas de l'art parce que la prudence relève de l'action, donc de quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est humain dans les intentions et dans les réalisations humaines. Et dans le sens moral du terme, être courageux n'a pas nécessairement de lien avec la dimension physique ou technique, alors que l'art, c'est par exemple de créer, de produire quelque chose de concret, ce qui n'est pas le cas de la prudence. L'homme politique ne produit rien. L'homme politique prend des décisions, l'homme politique délibère avec ses semblables, mais l'homme politique ne produit pas d'art. C'est en ce sens-là que la prudence ne relève pas de la question de l'art. Aristote continue, il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent celui qui est capable de délibération. Donc voilà l'élément important ici qu'il rappelle. Être capable de délibération, ça veut dire quoi? Alors, je vais y revenir après.
La délibération sous-entend beaucoup de choses, sous-entend des connaissances, bien sûr. On ne peut pas délibérer dans le vide, c'est-à-dire des connaissances pour l'homme politique, par exemple, des connaissances politiques, des connaissances des lois, des connaissances de la science politique, des connaissances sur l'histoire de son pays, etc., etc. Et bien évidemment, cette délibération est en relation avec des situations concrètes, des situations historiques, des situations sociales, des situations individuelles bien précises. Donc, dans la délibération se produisent effectivement beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont en jeu dans la délibération. La connaissance les connaissances donc universelles, les connaissances des situations particulières, les connaissances des personnes avec lesquelles je délibère. Donc, la délibération sous-entend énormément d'enjeux. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais, poursuit Aristote, on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, eh bien, ce sont des choses qui relèvent de la science, c'est-à-dire des lois éternelles et implacables de la physique, de la biologie, de la chimie, de la médecine, etc., etc. Donc, la délibération de la prudence ne relève pas de la science, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer aveuglément une règle universelle sur toutes les situations. Ça ne marche pas. En politique, ça ne marche pas. Et ni sur celles qu'il nous est impossible d'accomplir. Donc, ça veut dire que, d'autre part, c'est dans la prudence l'enjeu eh bien, d'une action, d'une décision qui va être susceptible d'accomplir quelque chose, de changer quelque chose, d'intervenir dans la réalité. Par conséquent, dit Aristote, s'il est vrai qu'une science s'accompagne de démonstrations, mais que les choses dont les principes peuvent être autrement qu'ils ne sont n'admettent pas de démonstration. Donc, dans la prudence, on n'est pas dans le domaine de la démonstration, on ne démontre rien, on cherche au contraire à voir lucidement une situation, donc c'est la science qui relève de la démonstration. Et s'il n'est pas possible de délibérer sur les choses qui existent nécessairement, la prudence ne saurait être ni une science ni un art. Donc là, Aristote commence par définir ce que n'est pas la prudence. La prudence n'est pas une science, parce qu'elle ne consiste pas à démontrer ou bien à appliquer une loi universelle sur toutes les situations, ni un art, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Pourquoi? Parce que la prudence relève de l'action morale, de l'action pratique, de la décision. Donc le prudent ne produit rien. Une science, parce que l'objet de l'action peut être autrement qu'il n'est. Donc là, c'est le cas de la prudence, de ne pas être une science parce que chaque situation est différente. Un art, parce que le genre d'action est autre que celui de la production. C'est ce que je viens d'expliquer. La prudence ne relève donc ni de la science, qui porte sur le nécessaire et l'universel, ni de la production, poiesis en grec, la poiesis, la techné, l'art, les arts et métiers, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension donc physique, matérielle des choses, qui est une activité transitive, c'est-à-dire produire quelque chose en dehors de soi. Mais, nous dit Aristote, la prudence relève de l'action, c'est-à-dire de la praxis, d'une activité qui est immanente. Qu'est-ce que ça veut dire, une activité immanente? C'est-à-dire une activité qui a sa fin en elle-même. Quand je produis quelque chose, c'est pour produire quelque chose qui m'est extérieur. Quand je produis, par exemple, un meuble, je mets en place un certain nombre de règles et de connaissances pour produire quelque chose qui est extérieur à moi. Alors que l'action morale est immanente. Elle engage d'abord l'individu qui la décide, et évidemment, les conséquences se retournent également sur l'individu, que les conséquences soient positives ou négatives. Je reviens sur le texte d'Aristote. Que nous dit Aristote pour continuer à expliquer la prudence? Reste donc que la prudence est une disposition accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Donc ça, c'est sa définition provisoire de la prudence, qu'il va enrichir par la suite. La prudence est une disposition accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Donc, une disposition, pourquoi?
parce que une disposition demande à être acquise, demande à être pratiquée, demande à être entraînée par un ensemble de connaissances et par la dimension essentielle de l'expérience. C'est l'homme d'expérience qui devient prudent. C'est l'homme qui pratique la prudence qui devient prudent. On ne naît pas prudent, on devient prudent par la pratique, par l'expérience, par l'application et le discernement des connaissances générales à une situation qui chaque fois est différente. Accompagné de règles vraies, pourquoi? Parce que la prudence s'accompagne d'une connaissance. Je rappelle, c'est une vertu intellectuelle. Donc, ça veut dire qu'elle relève de la raison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la prudence, vous devez, par exemple, appliquer les règles logiques, appliquer les règles du raisonnement, appliquer les règles de la cohérence, appliquer également un ensemble de connaissances. Par exemple, un homme politique doit connaître les lois de son pays pour pouvoir savoir s'il faut les appliquer d'une manière ou d'une autre. Et capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais, c'est là qu'on voit qu'effectivement, la prudence a un enjeu moral, puisqu'il ne s'agit pas de rechercher ce qui est avantageux ou désavantageux. Il s'agit de chercher ce qui est bon ou mauvais pour un être humain à l'échelle individuelle et pour une société à l'échelle politique. Donc là, on voit bel et bien l'enjeu moral de la prudence, vertu intellectuelle au service d'enjeux et de fins, de finalités éthiques. Donc, ce qui est à noter aussi, c'est que dans la prudence, la finalité doit être éthique, mais les moyens également. Là, on n'est pas dans une dimension machiavélique ou dans une dimension instrumentale ou dans une dimension de l'habileté. La prudence est une vertu morale dans sa dimension finale et dans sa dimension de médiation. Je vais terminer l'explication avant de voir si vous avez des questions. Aristote continue avec des exemples. Il nous dit, pour donc illustrer sa définition, tandis que la production, en effet, a une autre fin qu'elle-même, il n'en saurait en être ainsi pour l'action, la bonne pratique étant elle-même sa propre fin. Oui, qu'est-ce que c'est que la prudence? C'est une bonne pratique qui est à elle-même sa propre fin. Pourquoi est-ce que je suis vertueux? Parce que, pour être vertueux, la vertu n'a pas de fin extérieure à elle-même. Pourquoi est-ce que je recherche le bien de la cité ou pourquoi est-ce que je recherche le bien pour moi-même? Parce que cette recherche n'a pas d'autre fin qu'elle-même. C'est pourquoi nous estimons que Périclès et les gens comme lui sont des hommes prudents en ce qu'ils possèdent la faculté d'apercevoir ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qui est bon pour l'homme en général. Ça, c'est très intéressant. Il cite Périclès, qui était donc le stratège militaire du 5e siècle, ce qu'on a appelé le miracle du 5e siècle grec, c'est-à-dire un miracle de la civilisation grecque, un miracle aussi de rayonnement à la fois militaire, intellectuel, économique et aussi globalement culturel. Périclès est vraiment le héros donc paradigmatique de la culture grecque, à la fois homme éclairé, stratège militaire, homme politique, véritablement le guide au sens noble du terme de la cité d'Athènes, qui est vu comme un héros par les penseurs grecs. Donc, en ce qu'il possède la faculté d'apercevoir. Donc ici, apercevoir n'a pas le sens de voir avec ses yeux, bien évidemment, mais de discerner, c'est-à-dire d'être capable de visualiser, d'être capable de voir avec l'œil de l'esprit, l'œil du jugement, l'œil de l'expérience et de la pratique politique, ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qui est bon pour l'homme en général. Donc ça, c'est intéressant comme formule. C'est pas simplement ce qui est bon pour moi-même uniquement, mais ce qui est bon pour tous les hommes de la cité en l'occurrence. Et telles sont aussi les personnes qui s'entendent à l'administration d'une maison ou d'une cité. Donc là, c'est intéressant aussi, il compare une maison à une cité, c'est-à-dire ma maison domestique, ma famille, mon clan, et la cité au sens large à laquelle j'appartiens. Donc il fait une analogie entre l'homme individuel et l'homme en général, il fait une analogie entre la maison
au sens domestique du terme, et la cité comme une grande maison, en quelque sorte, pour tous les Athéniens. De là vient aussi que le nom par lequel nous désignons la tempérance, pour signifier qu'elle conserve la prudence, et ce qu'elle conserve, c'est le jugement, dont nous indiquons la nature. Donc c'est intéressant de voir qu'ici, Aristote nous dit que la tempérance conserve la prudence, parce qu'effectivement, l'intempérance peut mener à la déficience du jugement. C'est ce qu'il veut dire ici, que chaque vertu est au service des autres. En quelque sorte, soit vous possédez les 4 vertus, soit vous en possédez aucune, parce que toutes les vertus sont interdépendantes. Donc la tempérance conserve la prudence dans le jugement que nous devons avoir, car le plaisir et la douleur ne détruisent pas et ne faussent pas tout jugement quel qu'il soit. Oui, si je suis mathématicien et que je deviens intempérant, par exemple, ce n'est pas très très grave du point de vue des sciences. 2 et 2 feront toujours 4. En revanche, effectivement, dans la dimension de la prudence, si je deviens intempérant, ça devient beaucoup plus grave, évidemment. Par exemple, nous dit Aristote, le jugement que le triangle a ou n'a pas ses angles égaux à 2 droits, mais seulement les jugements qui ont trait à l'action. Donc le fait que je devienne intempérant, en matière de science, ça n'a aucune importance. Je peux être mathématicien et être extrêmement intempérant, ou bien être quelqu'un de mauvais dans une société. C'est pas incompatible. En revanche, l'intempérance a des conséquences dramatiques en ce qui concerne, bien sûr, l'homme politique ou l'homme donc qui devient imprudent. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est l'action. C'est pas la science ou c'est pas la production, c'est-à-dire le comportement éthique dans la cité. En effet, les principes de nos actions consistent dans la fin à laquelle tendent nos actes. Donc là, il redéfinit en quelque sorte la praxis, la fin à laquelle tendent nos actes, mais à l'homme corrompu par l'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur. L'attrait du plaisir ou la crainte de la douleur, évidemment, rend l'homme imprudent, rend l'homme intempérant. Le principe n'apparaît pas immédiatement et il est incapable de voir en vue de quelle fin et pour quel motif il doit choisir tout ce qu'il fait, car le vice est destructif du principe. Donc c'est intéressant de voir qu'ici l'intempérance peut mener à l'imprudence au sens où je perds de vue la finalité éthique pour laquelle je suis censé agir. Par conséquent, la prudence est nécessairement une disposition. Donc là, il répète à nouveau la définition au-dessus. C'est la même définition. La prudence est nécessairement une disposition accompagnée d'une règle exacte, capable d'agir dans la sphère des biens humains. Donc ici, ce qui est essentiel, c'est capable d'agir au sens où la prudence est d'abord une vertu pratique, une sagesse pratique au service de l'action et en tout particulier l'action donc politique dans la sphère des biens humains, c'est-à-dire du recherche du bonheur de la cité. J'en ai presque terminé avec cette première partie, donc petit commentaire ici. C'est la preuve que le jugement que règle la prudence est pratique et non théorique. S'il n'est pas requis d'être bon, tempérant ou vertueux pour être un excellent mathématicien, il est nécessaire d'être bon, tempérant et donc vertueux pour être en mesure de bien juger dans les choses qui concernent l'action. Il ne suffit pas d'être intelligent sur le plan théorique pour juger droitement sur le plan pratique. Les deux ne sont pas liés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Aristote distingue bien le plan purement théorique, purement scientifique, purement ou même métaphysique du plan moral et politique. Il crée ici une discontinuité. On peut être bon mathématicien et être un mauvais homme, c'est pas incompatible, parce que les deux sphères sont distinctes, non pas séparées intégralement, mais en tout cas distinctes les unes des autres. Donc, que Aristote nous dit qu'on peut être intelligent sur le plan théorique pour juger droitement sur le plan... il ne suffit pas d'être intelligent sur le plan théorique pour juger droitement sur le plan pratique et conséquemment pour agir intelligemment. C'est le cercle vertueux. Il faut bien juger pour bien agir, mais aussi il faut bien agir pour bien juger.
donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'homme prudent ne naît pas prudent. Une disposition à la prudence est le fruit de l'expérience, de la pratique et de l'activité à la fois intellectuelle et également engagée dans les affaires de sa cité. Et ce qui est surtout très important, c'est que ce n'est pas une activité théorique. Ce n'est pas une activité donc en dehors des réalités quotidiennes, mais qu'au contraire, ce qui fait la difficulté de la prudence, contrairement aux sciences par exemple, c'est qu'elle a toujours affaire à un quotidien changeant, à un quotidien qui varie au fil des jours. Les vertus intellectuelles et morales sont interdépendantes, oui, effectivement, puisque la prudence est à la fois une vertu intellectuelle, c'est-à-dire relevant de la raison, et avec des enjeux éthiques. La raison pratique ne se déduit pas par simple continuité de la raison théorique. Il existe une nécessaire discontinuité entre l'une et l'autre, c'est ce que je disais à l'instant. La sphère de la prudence est une sphère qui a sa logique propre, et qui n'a pas besoin nécessairement de la science, en tout cas pas seulement besoin de la science pour se mettre en pratique. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie, c'est-à-dire la définition de la prudence. Est-ce que vous avez des questions? Vincent, alors la prudence, ça vient de quelle étymologie, si on veut bien? Ça vient de phronésis. La phronésis, ça veut dire la capacité de bien juger, la capacité de délibération, la capacité de discernement. C'est-à-dire que la prudence est d'abord une vertu intellectuelle. Parce que sans rationalité, sans capacité de discernement, on ne peut pas agir adéquatement sur les affaires quotidiennes. D'abord, une capacité de discernement, la prudence. Et, je veux dire, est-ce qu'un homme prudent, c'est un homme moral? Et bien sûr, c'est impensable. La prudence sans discernement n'est pas possible. Et le discernement... Et le discernement a pour donc finalité de réaliser le bien de l'individu en jeu, en question, et le bien de sa collectivité. Donc c'est à la fois une vertu intellectuelle et une vertu morale. C'est d'abord une vertu intellectuelle qui se met au service, deuxièmement, d'enjeux moraux. Vincent, est-ce qu'on peut confondre les deux mots, c'est-à-dire si cette personne est prudente, est-ce qu'on peut appeler prudence la morale, en fait? Non. Bien sûr, oui, mais hiérarchiquement, c'est d'abord une vertu qui s'exerce, une vertu qui se pratique dans cette capacité d'évaluer des situations en fonction de connaissances générales d'une part et en fonction de l'appréhension de situations individuelles d'autre part, pour, dans un second temps, essayer de réaliser donc sur le plan éthique le bien individuel et le bien collectif. Donc c'est premièrement une vertu intellectuelle, et deuxièmement, après c'est un peu artificiel parce qu'évidemment tout est lié, hein, bien sûr, mais dans on va dire la logique de l'appréhension des choses, c'est d'abord de discerner intellectuellement pour ensuite rechercher éthiquement la bonne décision et la bonne délibération avec ses semblables. Merci. Tu disais morale et prudence? Oui. Bah, je trouve pas que ce soit. Parce qu'en fait, tu as le terme de prudence tel qu'on le connaît de façon habituelle, mais tu as la prudence au sens philosophique. Oui, parce que j'allais dire, on peut avoir un malfrat, par exemple, qui va être prudent dans son forfait, c'est pas pareil. Tout à fait. Là, au départ de notre paraquilla, c'est une conception différente. Non? Voilà, la prudence. Donc, on va dire que la prudence, c'est toujours dans le agir, dans le bien agir, soit à titre individuel, soit pour la société domestique ou politique, non? Oui. C'est toujours... Oui, alors après, on peut, effectivement, c'est ce que je voulais faire détailler un peu dans la sphère politique, mais effectivement, c'est le discernement de la bonne décision éthique, si on veut le dire très rapidement. C'est discerner donc
la meilleure stratégie ou la meilleure décision à adopter en fonction effectivement d'une visée qui est éthique, c'est-à-dire le bien de soi-même dans un enjeu individuel ou bien le bien collectif dans un enjeu politique. Mais Vincent, est-ce que ça peut s'appliquer, par exemple, cette question, enfin, bien ou mal, etc., est-ce qu'elle peut s'appliquer sur un jeu de stratégie, par exemple, le jeu d'échecs, est-ce qu'on peut dire que tel joueur est un joueur prudent avec des données de bien et mal ou de stratégie en fonction du thème oui, du jeu mais l'enjeu de la sagesse pratique, de la sagesse politique ou des vertus cardinales, tout simplement la vie politique n'est pas un jeu d'échecs. Parce que si tu considères la vie politique, par exemple, comme un jeu d'échecs, on peut se rapprocher du machiavélisme, de la vision au sens, c'est la distinction que j'ai fait au début, de la visée, de la vision plutôt habile, l'habileté de l'homme politique, de l'habileté de l'homme ambitieux. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet ici. Donc non, ça n'a rien à voir. Dans la concepción de la prudence d'Aristote, il a toujours une dimension morale, ¿no? Toujours, c'est indissociable du bien agir conforme à notre nature raisonnable, ¿no? Oui, c'est le fil directeur de toute façon, c'est le fil directeur de tout ce qui a été abordé jusqu'à présent dans l'éthique. Oui. C'est-à-dire que tous les sujets abordés, y compris celui d'aujourd'hui, est toujours évidemment en relation avec un enjeu moral, c'est-à-dire effectivement une finalité éthique en fonction de normes éthiques, de normes vertueuses qui se définissent, qui se caractérisent donc collectivement, objectivement. On a vu, quand on a abordé la prudence, quand on a abordé le courage, pardon, qu'il y avait une façon objective de définir le courage et de discerner un acte courageux d'un acte qui ne l'est pas, en fonction du critère de la juste mesure. Un comportement lâche, donc un excès par la négation, et un comportement téméraire par son excès donc positif. Et puis également de la même façon pour ce qui concerne la justice et pour ce qui concerne la tempérance. La tempérance, par exemple, c'est l'homme, donc par la négative, c'est l'homme insensible, l'homme qui est indifférent à toute chose. Et puis l'intempérance par excès, évidemment, c'est l'homme qui se livre au plaisir de façon inconsidérée. Donc il y a chez Aristote une norme objective pour définir les choses sur le plan moral et sur le plan des 4 vertus cardinales. Et Vincent, alors pourquoi il y a eu un glissement sur le terme de prudence communément, lorsqu'on parle de prudence actuellement, il n'a plus vraiment de sens par rapport à la prudence philosophique. Est-ce que c'est pas dû au relativisme du bien et du mal, en fait? Je pense que l'enjeu essentiel, c'est la séparation ou la discontinuité entre l'enjeu politique et l'enjeu moral. Il y a une étape décisive dans la pensée politique, c'est Machiavel, le prince, où Machiavel propose une philosophie politique qui va séparer, qui va distinguer la dimension politique et la dimension morale, ce qui ne fait pas forcément de l'homme politique un homme, il faudrait détailler, mais en tout cas, pas nécessairement un homme mal intentionné, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la Renaissance, avec la pensée moderne, politique et morale ne sont plus systématiquement reliés. C'est-à-dire qu'un homme politique n'a pas forcément à prendre en considération des enjeux moraux pour prendre une cité, pour conserver une cité, pour conserver le pouvoir. Par exemple, dans Le Prince de Machiavel, l'enjeu, c'est comment conserver le pouvoir. Et évidemment, Aristote est bien, bien loin de ce type d'enjeu. C'est pas du tout donc, ce sont des étapes successives sur le plan historique. Machiavel s'en est une. Puis ensuite, il faut aller dans les pensées politiques du XVIIIe, avec les encyclopédistes, Rousseau, la pensée matérialiste, etc., etc. Et puis ensuite, il y a le marxisme au XIXe, etc. Mais ce sont des étapes successives sur le plan politique qui expliquent ça. Mais effectivement, on a oublié, c'est ça l'intérêt d'Aristote, c'est de retourner au fait que
Il est impensable dans l'Antiquité, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de la recherche de la bonne vie, de la recherche de la vie bonne, de la bonne vie humaine. Rechercher la bonne vie, c'est rechercher une vie où éthique et recherche du bonheur sont inséparables. Sur le plan de la cité, mener la vie politique de la cité et les considérations morales, les vertus morales, les vertus cardinales, même chose. Ce sont deux dimensions qui sont inséparables. Mais on a perdu on a perdu le fil directeur selon lequel, aujourd'hui, par exemple, on a oublié le fait que, eh bien, pour les antiques, être heureux individuellement, c'est inséparable d'être heureux sur le plan de la cité. Aujourd'hui, on est heureux chez soi, dans sa vie privée, sur ses réseaux sociaux, sur son téléphone, avec ses plus proches. On n'est pas heureux en tant que Français appartenant à la nation française. Ça n'a plus aucun sens de dire ça. Peut-être je pensais, ça met en évidence aussi le rôle providentiel de la pensée grecque qui a précédé l'arrivée de l'évangile, non? Bueno, como tout le monde le sait, donc cette civilisation grecque bueno, dans le plan providentiel pour préparer l'arrivée de l'évangile a joué un rôle, non? Peut-être c'est pas si c'est un erreur, je ne crois pas une hérésie, mais un erreur en tout cas, de dire que la pensée, la civilisation gréco-romane a joué un petit peu le rôle de un Saint Jean-Baptiste dans l'ordre naturel, non? De la même façon que Saint Jean-Baptiste a préparé les voies de Christ, donc les voies surnaturelles, la grâce, la conception de la civilisation gréco-latine, c'était on pourrait dire un Saint Jean-Baptiste dans la pensée naturelle, non? Dans la raison, non? Oui, dans la mesure où c'est la réflexion sur effectivement le vivre ensemble au sens de cité. Vraiment, la cité, dans la politique, Aristote parle de la cité au sens d'une communauté de biens, une communauté de valeurs, une communauté politique, qui va effectivement être poursuivie par la notion de cité catholique, la cité au sens d'unité et également de visée globale, de visée. Et effectivement, aujourd'hui, on vit à l'ère de l'individu, de l'individualisme, où toutes ces conceptions ont été totalement éclatées, où on est relégué effectivement à une conception, à une évaluation d'ordre personnel, d'ordre individuel. Mais dans la pensée classique, c'est inimaginable d'essayer de réfléchir sur des valeurs ou sur des conceptions philosophiques ou éthiques qui soient autres que collectives, qui soient autres que donc objectives. C'est ça la philosophie aussi objectiviste. On peut dire alors que dans la conception de la pensée d'Aristote, c'est inconcevable un politicien qui a une vie privée mauvaise, non? Comme c'est le cas, par exemple, Macron, et tous les autres aussi, non? Dans la conception d'Aristote, cela c'est inconcevable, non? Un politicien. Oui, même si ça existait aussi, hein, dans l'Antiquité, bien sûr, il y avait de la corruption, mais ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que, par exemple, la conception du prince de Machiavel, qui recherche à atteindre, par exemple, un objectif politique personnel, une ambition individuelle, même cette idée est impensable, sans parler de vie dégénérée ou bien ou viciée. Le simple fait de laisser un espace pour une ambition d'ordre personnel ou individuel par rapport à une communauté, même ça, déjà, c'est impensable chez Aristote. Oui. C'est pour cela que, bueno, peut-être, c'est pour cela que je pense que la pensée d'Aristote, même si des fois, parfois, c'est aride, ou surtout si au cours de mois, ça devient un petit peu lassant, c'est toujours une source d'eau limpide, de eau pure, qui, bueno, c'est comme une source d'eau pure, que, bueno, c'est toujours de l'eau pure, on n'a pas beaucoup de variétés, non? Mais qu'il a la vie là, non? C'est comme oui, absolument. De la montagne, d'un rocher, c'est toujours la même, non?
à la fin, ça peut être lassant, on pourra voir autre chose, avoir un petit peu de voir autre chose, mais c'est ton pur, limpide, froid, peut-être. Bon, reste toujours les fondements d'une vie intellectuelle saine. Hein? Oui. Voilà, on peut continuer si vous voulez, Vincent. Oui, donc ça va être plus rapide puisque j'ai dit l'essentiel. Donc, en ce qui concerne la grande différence entre la prudence telle qu'on la conçoit donc spontanément et puis la conception enrichie, la conception avec beaucoup plus d'enjeux que propose Aristote, et puis une conception que je trouve en tout cas toujours aussi actuelle, toujours aussi pertinente. Ici, c'est en quelque sorte d'appliquer. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre le micro? Est-ce qu'il y a un bruit de fond? C'est d'appliquer donc tout ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est-à-dire les différentes définitions qu'en donne Aristote, dans la sphère donc par excellence qui caractérise la prudence, c'est-à-dire, alors c'est ça la grande différence avec la conception actuelle, non pas l'homme prudent, c'est-à-dire l'homme de la rue qui va être précautionneux et éviter les dangers dans sa vie personnelle, mais pas du tout, c'est-à-dire dans le domaine donc par excellence de la prudence, c'est-à-dire la politique. Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique prudent? Voilà le vrai fond des choses pour Aristote, parce que la prudence, c'est une vertu politique. Et c'est pour ça que la transition est toute trouvée avec la politique. L'autre ouvrage d'Aristote, c'est que la prudence, évidemment, ouvre sur des analyses politiques qui vont être poursuivies dans son ouvrage, donc la politique. Donc, c'est une sagesse, la prudence est une sagesse politique, c'est une sagesse pratique. Pourquoi? Parce qu'elle relève, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi tout à l'heure, de la praxis, c'est-à-dire de l'action, de la délibération, de la décision et de la mise en action politique. Donc, la prudence ne relève ni de la science pure, ni de l'art ou de la production. Elle relève de l'action. C'est le titre ici de la deuxième partie. Prudence et action politique. Parce que qu'est-ce que c'est qu'être prudent? C'est savoir agir éthiquement. Donc, savoir avoir des connaissances et discerner. Agir, c'est le domaine de l'action. Et donc, en fonction de fins éthiques sur le plan individuel et bien évidemment sur le plan collectif, au sens où je recherche le bonheur, donc non pas de moi-même, non pas de l'homme politique, mais de la communauté à laquelle j'appartiens en tant qu'homme prudent. Que nous dit Aristote? La prudence a rapport aux choses humaines. Donc ça, c'est très important. Ce sont des choses humaines. C'est pas la métaphysique. C'est pas la dimension religieuse. Ce n'est pas la dimension matérielle. Ce sont des choses humaines. Donc, sont prises en considération aussi des enjeux psychologiques ici, des enjeux moraux, bien sûr, et des enjeux sociaux, et aux choses qui admettent délibération. Donc, c'est ce qu'on abordait déjà tout à l'heure, la notion de délibération. C'est-à-dire, c'est un terme peut-être qui mériterait qu'on s'y attarde aussi, parce que la délibération, comme j'ai expliqué tout à l'heure, possède beaucoup d'enjeux de discernement, de connaissance et aussi de psychologie dans le rapport aux autres, cette capacité au dialogue, à se faire comprendre et à être compris par les autres. Pas la psychologie au mauvais sens du terme, mais la psychologie dans la capacité de construire donc une réponse adéquate dans une situation donnée. Car le prudent a pour œuvre principale de bien délibérer, mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, c'est-à-dire la science, ni sur celles qui ne comportent pas quelque fin à atteindre, fin qui consiste en un bien réalisable. Donc ici, une fin
qui consiste en un bien réalisable, c'est-à-dire un enjeu et une finalité éthique. Le bon délibérateur, au sens absolu, est l'homme qui s'efforce d'atteindre le meilleur des biens réalisables pour l'homme et qui le fait par raisonnement. Donc ici, on a à nouveau l'enjeu à la fois intellectuel, le raisonnement, et le meilleur des biens au sens donc éthique. La prudence n'a pas non plus seulement pour objet les universels, mais elle doit aussi avoir la connaissance des faits particuliers, car elle est de l'ordre de l'action, et l'action a rapport aux choses singulières. Donc là, on introduit quelque chose qui est très important, c'est le rapport entre l'universel et le singulier, ou le particulier. Et là, effectivement, on entre dans le domaine de l'action politique, parce que ce qui peut avoir pour objet les universels, ce sont par exemple les lois logiques, les lois de fonctionnement de la raison humaine, ou plus précisément dans le domaine politique, la science politique, les lois qui ont été promulguées dans un pays ou dans une cité, et à mettre en relation tous ces éléments avec des faits particuliers ou des choses singulières. Et où est-ce que l'homme politique va être jugé? Non pas sur la connaissance des universels, non pas sur la prise en compte des choses singulières, mais plus exactement sur sa capacité à mettre en relation, à évaluer, à juger et à délibérer, donc à synthétiser, si vous voulez, entre d'une part des connaissances théoriques ou des connaissances universelles et donc la prise en considération des singularités ou des situations individuelles. C'est ça le discernement. C'est comment est-ce que je veux mettre en relation, que je veux mettre en application, donc deux réalités hétérogènes ou deux réalités différentes en tout cas, d'une part des connaissances générales ou des règles universelles, et d'autre part des choses, des faits particuliers ou des choses singulières. Donc le prudent est cette capacité de discerner et de mettre en relation ce qui relève de l'universel d'une part et ce qui relève du particulier d'autre part. Voilà comment est-ce qu'on pourrait définir ici l'homme prudent. Alors ici on a un commentaire de saint Thomas sur le passage d'Aristote que je viens de lire. Un commentaire de saint Thomas qui est peut-être un peu difficile, mais c'est pas grave. L'enjeu, c'est de parler un peu d'Aristote, de parler un peu de saint Thomas. Donc, on va essayer. Que dit saint Thomas? Donc, nous pouvons lire avec intérêt ce qu'enseigne saint Thomas à propos de ce passage. Que dit saint Thomas? Le philosophe, donc c'est comme ça que saint Thomas appelle Aristote, parce que pour saint Thomas, il n'y a pas d'autre philosophe que Aristote. Le philosophe dit que la prudence ne se rapporte pas seulement aux universels, mais doit connaître aussi les singuliers. C'est ce que je viens de dire. Prendre en compte deux réalités hétérogènes, les universels d'une part et les singuliers d'autre part. Il revient donc à la prudence de considérer selon la raison, mais encore de s'appliquer à l'œuvre. Il ne s'agit pas simplement de rationaliser, il faut aussi s'appliquer à l'œuvre, ce qui est la fin de la raison pratique. La fin de la raison pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas simplement de comprendre les choses, mais ensuite de prendre une décision et d'agir dans la réalité politique, dans la réalité sociale. Or, personne ne peut appliquer convenablement une chose à une autre s'il ne les connaît pas tous les deux. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Si vous ne connaissez que les universels, eh bien, vous êtes un scientifique ou bien vous êtes un théoricien. Si vous ne connaissez que les singularités, ben, vous êtes un homme d'expérience, vous êtes un homme donc pragmatique, mais il va vous manquer l'une des deux dimensions pour pouvoir juger adéquatement. Alors, à choisir, c'est ce qu'on va voir plus tard, Aristote préfère l'homme d'expérience, c'est-à-dire l'homme qui connaît les faits particuliers, même s'il ne connaît pas bien les règles universelles, plutôt que le contraire. Mais évidemment, à choisir, il faut connaître les deux dimensions. Ce qu'il faut appliquer et ce à quoi il faut l'appliquer. Bon, c'est assez simple ici. Ce qu'il faut appliquer, c'est-à-dire la connaissance des règles, la connaissance des lois,
et ce à quoi il faut appliquer, donc c'est-à-dire l'intelligence des situations, l'intelligence des faits particuliers, des faits individuels. Mais les actions ont lieu dans le singulier. Oui, effectivement, en politique, on agit toujours dans le singulier, on n'agit jamais dans l'abstraction universelle. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le politique a lieu dans le temps, dans l'histoire, et qu'on a affaire toujours à des singularités. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le prudent connaisse et les principes universels de la raison et les singuliers objets des opérations. Donc, voilà le commentaire de saint Thomas ici, qui nous dit que eh bien, l'homme prudent doit être à la fois un homme de connaissance, un homme qui puisse connaître un certain nombre de règles ici sur le plan politique, et d'autre part, avoir l'intelligence des opérations, c'est-à-dire connaître effectivement la réalité concrète à laquelle ces principes doivent s'appliquer. Il apparaît donc clairement, selon le commentaire de saint Thomas ici, que la prudence, c'est une synthèse entre l'universalité des principes de la raison pratique, les principes éthiques par exemple, et la singularité du contexte de l'action humaine. Donc ça permet aussi de saisir ici pourquoi la prudence politique, la vie politique est si complexe, est si difficile. Si en plus, bien évidemment, les intentions ne sont pas intégralement les bonnes, ou pas du tout les bonnes, bien sûr, puisque la prudence est une synthèse entre deux réalités hétérogènes. Universalité des principes, singularité de l'action humaine. Donc, ici, ça permet de voir pourquoi l'action politique est si complexe. Aristote continue, c'est pourquoi aussi certaines personnes ignorantes sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. Alors ça, c'est très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, à choisir entre un homme qui a des connaissances et un homme qui n'a que des connaissances, mais aucune intelligence des situations, et un homme qui a l'intelligence des situations, mais qui n'a pas de règles ou de connaissances, eh bien, Aristote préfère le deuxième, c'est-à-dire les personnes ignorantes sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. C'est vrai ce que dit Aristote, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de discuter avec des gens qui sont dans la vie réelle et qui ont l'intelligence des réalités, qui ont l'intelligence des situations réelles, et qui sont souvent bien plus lucides et bien plus honnêtes aussi qu'un certain nombre d'hommes politiques qui certes ont peut-être des connaissances plus élevées, mais qui n'ont aucune intelligence ou aucun intérêt des situations réelles. Parfois, il est beaucoup plus intéressant de discuter avec un chauffeur de taxi que avec un homme politique très connu, parce que le chauffeur de taxi, il a cette connaissance de la variété du réel que n'a pas du tout l'homme politique. C'est le cas, nous dit Aristote, des gens d'expérience, c'est-à-dire des gens qui ont l'intelligence des singularités, qui ont l'intelligence de la multiplicité des réalités concrètes. La prudence étant de l'ordre de l'action, il en résulte qu'on doit posséder les deux sortes de connaissances, et de préférence celles qui portent sur le singulier. Donc là, il le dit clairement. De préférence celles qui portent sur le singulier. Il est préférable d'avoir une multiplicité de connaissances des situations individuelles plutôt qu'une multiplicité de connaissances théoriques. Mais ici encore, elle dépendra d'un art architectonique. Donc là, il précise tout de même que idéalement, un art architectonique est préférable. Qu'est-ce que ça veut dire un art architectonique? C'est-à-dire un art premier, c'est-à-dire des connaissances initiales pour évidemment prendre la meilleure décision concernant une situation singulière. La science architectonique, arché ça veut dire principe en grec, est science des principes. Il y a deux espèces de sciences architectoniques chez Aristote, donc la métaphysique, donc c'est pas la question ici, la morale ou la politique ici n'a pas de lien direct, en tout cas, avec la métaphysique, la science des premières causes, et la politique, la science des fins humaines, ça en revanche, ça c'est notre enjeu ici. La science architectonique qui nous intéresse ici, c'est la politique, c'est-à-dire la science
ici des fins humaines. Aristote poursuit, la sagesse politique et la prudence sont une seule et même disposition. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on peut remplacer le terme de prudence par la notion de sagesse politique. Alors, c'est la même chose. Ici, sagesse recoupe beaucoup de choses. La sagesse, évidemment, ce sont des connaissances, mais ce sont aussi de longues expériences accumulées avec le temps, qui permet justement de mettre en lien ces connaissances avec ces différentes situations, déjà vécues ou bien nouvelles. La sagesse politique, donc, et la prudence sont une seule et même disposition, bien que leur essence ne soit cependant pas la même. De la prudence appliquée à la cité, une première espèce, en tant qu'elle a sous sa dépendance toutes les autres, est législative. Donc effectivement, législative dans l'objectif ici de réaliser les bonnes lois. Effectivement, ce qui est d'abord fondamental pour un pays, c'est qu'il ait des bonnes lois. L'autre espèce, en tant que portant sur les choses particulières, reçoit le nom, qui lui est d'ailleurs commun avec la précédente, de politique, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, la sagesse politique, de savoir donc de mettre en relation la dimension législative, les lois, avec les réalités particulières auxquelles on a affaire, puisque comme on a vu la dernière fois avec la notion de justice, que des lois soient en place dans un pays, c'est une chose, mais il est nécessaire parfois de formuler des décrets, c'est-à-dire une adaptation des lois à des situations qui le réclament, puisqu'il existe des cas où la loi générale ne suffit pas pour régler les différentes réalités individuelles qui s'imposent. J'ai presque fini. Si la politique ne se limite pas à faire appliquer des lois qui sont générales, si elle est spécifiquement l'art de prendre la bonne décision, dans la singularité des circonstances, notamment par le choix du bon décret, c'est ce que je viens de dire ici, alors il lui faut à la fois connaître les principes généraux, donc la science des lois, les fins humaines, qu'est-ce que c'est que le bien commun, et la singularité de la situation. Comme nous l'avons dit, la prudence est la synthèse de l'universel et du singulier. Donc, nous pouvons affirmer que la politique relève de la prudence et que réciproquement, c'est sur le terrain de la politique que la prudence s'accomplit comme vertu de l'action. Effectivement, si la prudence est une synthèse et si la prudence est une vertu de l'action, évidemment, son accomplissement intégral, son accomplissement ultime est dans le domaine de la politique, puisqu'elle concerne des actions qui ont des enjeux collectifs, qui ont des enjeux donc communautaires et qui ont nécessairement des conséquences, non pas simplement sur un individu, mais évidemment sur l'ensemble de l'organisme social, de l'organisme collectif. C'est cette dernière espèce qui a rapport à l'action et à la délibération, puisque tout décret doit être rendu dans une forme strictement individuelle, et c'est pourquoi administrer la cité est une expression réservée pour ceux qui entrent dans la particularité des affaires. Donc ici, Aristote termine sur cette idée que, eh bien, cette prudence politique concerne donc prioritairement ceux qui entrent dans la particularité des affaires, c'est-à-dire des hommes qui veulent, qui sont capables de se charger du destin de leur cité. J'en ai terminé. Voilà. Eh bien, Ici. c'est Joseph, vous avez une question, Joseph? Joseph, il n'a pas de micro. Joseph, vous avez coupé votre micro. D'accord, merci. Je voulais un peu savoir par rapport à ce qu'on a dû acquérir selon le texte de Vincent.
à ce qui concerne la prudence, est-ce que peut-on dire que la prudence et la connaissance, donc la prudence au sens philosophique, comme vous venez d'exploiter, et la connaissance peuvent être une même chose ou c'est un peu deux choses différentes? La connaissance dans le sens qu'elle passe aussi par un jugement pour valider. Comme tout concept philosophique, il y a, dans tout concept philosophique qui le rend intéressant, il y a une tension, il y a une dynamique. Et ici, la dynamique, la tension qui est au cœur de la prudence, c'est cette capacité à mettre en relation, bien ou mal, pas trop mal ou bien de manière excellente, ça dépend effectivement de chacun, entre d'une part des connaissances ou des règles qui sont de l'ordre de la généralité, de l'universalité, et donc par excellence en politique, des réalités, un quotidien, des situations qui sont toujours, elles, différentes les unes des autres, particulières les unes par rapport aux autres. Donc vous avez une hétérogénéité entre la généralité ou l'universalité de lois ou bien de connaissances d'une part, et de situations politiques qui sont toujours changeantes et individuelles d'autre part. Et c'est là que se joue effectivement le dynamisme et la tension de la vertu de prudence. Preuve en est, c'est que beaucoup d'hommes politiques se trompent pour différentes raisons. On pourrait prendre des exemples d'hommes politiques, aussi sages soient-ils, qui se sont tous trompés d'une manière ou d'une autre. Hein. Si on prend par exemple De Gaulle, il a fait des choses qui pourraient apparaître comme plutôt bonnes, mais il a aussi fait de graves erreurs politiques, et on pourrait collectionner les exemples. C'est-à-dire que l'intelligence permanente des situations concrètes est en jeu dans la politique. Et un jour ou l'autre, un homme politique, pour des raisons diverses, soit ne comprend pas ce qui se passe, soit il est dépassé, soit il est trompé par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. Bref, se joue, c'est pour ça que c'est une activité qui est extrêmement difficile, se joue effectivement dans une réalité qui est en permanence changeante. D'accord, merci. Monsieur Lamy, si vous voudriez commenter quelque chose ou demander. Moi, j'ai retenu, je pense que la prudence est étroitement liée à l'intégrité morale de l'individu. Bon, si on prend le cas des politiques, par exemple, c'est difficile pour eux de raccorder de la prudence. Ils se basent effectivement sur quelque chose d'installé, les lois, alors que ces lois, c'est eux qui les produisent. C'est-à-dire qu'ils peuvent biaiser. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alors, oui. Je ne sais pas si je m'explique expliqué, mais ce qui se joue aussi, c'est la séparation des pouvoirs, puisqu'on a théoriquement, en tout cas, la séparation du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, qui permet justement de séparer les domaines et de pouvoir effectivement éviter les jugements biaisés, comme vous dites, ou les jugements viciés. Mais effectivement, ce qui se joue ici également dans la notion de prudence, c'est, je pense, également la complexification de la réalité sociale et politique. On peut quand même imaginer que la réalité sociale et politique à l'époque d'Aristote était quand même moins complexe. Aujourd'hui, regardez, si on prend l'exemple de la France, c'est un pays qui est devenu ingouvernable, qui est devenu impossible à gouverner, parce que c'est un pays qui est devenu extrêmement difficile à comprendre, morcelé, éclaté, avec des enjeux contradictoires et séparés les uns des autres. Donc, la prudence aussi participe d'une réalité aujourd'hui qui est infiniment complexifiée par rapport. Et je pense que c'est peut-être ça que l'on pourrait relever ici, c'est que est-ce que l'un. Pardon, je sais que vous pourriez couper le micro, s'il vous plaît.
Merci. Ce qui peut-être on pourrait voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est encore possible d'être un homme prudent, ne serait-ce que par rapport à la situation politique actuelle, dans une situation qui est infiniment complexe et peut-être infiniment même insoluble aussi sur le plan politique. Ajouter au fait effectivement que sur le plan moral, effectivement, on a souvent bien sûr des hommes politiques qui sont impliqués dans diverses affaires, mais ça, c'est pas le lot spécifiquement de la France, bien sûr, c'est le lot du système général tel qu'il est en place. Donc, effectivement, sur le plan moral, la prudence aujourd'hui pose un problème. Est-ce que les hommes prudents existent encore? Sans doute pas. Mais est-ce que c'est encore possible de l'être face à une réalité qui est imprévisible et une réalité qui est infiniment plus complexe qu'il y a 2500 ans? Il faut commencer. Il faut déjà commencer pour faire ça à travailler son intégrité, comme je dis, son intégrité morale, recommencer à la base, tout doucement. Bon, le catholicisme, etc., les religions permettent ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne vers les religions pour pouvoir retrouver des traces de notre intégrité morale de départ. Et après, on peut reconstruire, effectivement, sur les bases et utiliser la prudence. En utilisant, effectivement, on est sur des lois actuellement qui datent idem. Je pense qu'il y a un bouleversement à faire dans les lois, dans le code civil, dans le code pénal, dans le code du travail, etc. Il faut essayer d'actualiser tout ça aussi. Mais ça n'a pas été fait depuis des années. Oui, c'est-à-dire, est-ce que la situation objective politique n'empêche pas, de toutes les façons, même pour un homme qui serait bien intentionné, qui voudrait véritablement être prudent au sens aristotélicien du terme, de pouvoir le faire? C'est ça, c'est qu'on montre du doigt souvent, et à juste titre, effectivement, la corruption ou les hommes politiques qui trempent dans des affaires, mais moi, je suis pratiquement persuadé que si j'étais à leur place, soit je ferais la même chose, soit je déciderais de quitter le système politique. Parce que c'est ce système politique aussi qui engendre ce genre de phénomène, ce genre de situation. Donc la situation n'est pas... Quand on va aborder un jour la politique, c'est peut-être cette considération bon revenir, non? Pour ne pas nous éloigner aujourd'hui trop du thème, non? Oui, Vincent, est-ce qu'il y a eu des systèmes politiques qui ont permis plus facilement la prudence qu'actuellement, et le fait de rattacher la prudence à un système politique particulier, ça permet de mettre un cadre, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que pour que ça puisse s'appliquer dans une société, il faut cette question d'une bonne politique, quoi. Mais oui, ce qu'il faut effectivement remarquer, c'est que c'est extrêmement rare. L'exemple par excellence que nous on a en France, par exemple, c'est l'exemple de Saint-Louis au XIIIe siècle, voilà, qui a su mener une politique éthique et en fonction effectivement de valeurs éthiques et religieuses irréprochables. Sachant qu'il a, si vous lisez la vie de Saint-Louis, si vous vous intéressez à sa carrière politique, il a été confronté à des problèmes extrêmement graves, et notamment directement avec les autorités de l'Église. Il a dû effectivement réformer le système judiciaire, réformer un certain nombre de choses. Donc c'est un exemple d'homme qui effectivement, mais c'était un saint, donc effectivement c'est exceptionnel. Mais les exemples d'hommes politiques qui ont su être prudent et agir vertueusement jusqu'au bout, comme lui, ils sont extrêmement rares. Mais ouais, donc, même s'ils existent. Mais oui. Et puis, il y a un autre exemple plus récent que vous connaissez, c'est Garcia Moreno. Voilà, oui, Garcia Moreno en Équateur, qui a aussi eu le destin d'un martyr parce qu'il a su tenir ses convictions jusqu'au bout également. Donc, ça existe. Ça existe, mais c'est peut-être tous les 3 ou 4 siècles, je ne sais pas. Peut-être oui, quand on va aborder la question de la politique, on pourra faire, parce que je pense que quand on va traiter la politique,
la question de la prudence politique va revenir de nouveau, nécessairement. Oui, parce que la notion de prudence, c'est la transition parfaite toute trouvée pour ensuite aborder la question politique de façon plus directe. J'ai une question, mais si on fait un microcosme de la société, c'est-à-dire au sein, par exemple, d'une famille ou d'une entreprise, je veux dire, on applique, enfin, on ne parle pas d'un terme comme la politique, mais simplement de la morale, etc. Est-ce que la prudence peut s'appliquer, même s'il n'y a pas ce terme politique Oui, bien sûr. Aristote compare donc l'homme individuel avec l'homme en général et compare la cité avec une maison au sens domestique. Donc effectivement, ce qui se passe dans une maison devrait fonctionner de la même façon que, en fonction des mêmes valeurs et en fonction, évidemment, de façon plus complexe dans une cité, bien évidemment, c'est normal, dans un ensemble plus vaste. Mais effectivement, il y a une analogie, c'est une question d'échelle en fait, entre la maison au sens domestique et la maison au sens de la cité collective, de l'individu dans son intériorité et de l'ensemble des individus pris de façon donc également globale. Alors, est-ce que le terme politique est vraiment adapté du coup? Parce que si on met cet espace de façon réduite au sein d'une petite maison, on va dire, on ne parle pas vraiment de politique et pourtant la prudence s'applique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre terme plus englobant, comme la morale, tout simplement? Oui, la morale, mais la prudence a un enjeu moral, qu'elle soit sur le plan domestique ou sur le plan politique. Sauf qu'évidemment, sur le plan donc domestique, rentre en considération plus un enjeu donc communautaire, familial et aussi psychologique, alors que sur le plan collectif, c'est la morale qui rentre en considération avec des enjeux politiques, au sens d'un destin collectif, au sens d'un destin d'une communauté politique. Si vous voulez, avant de couper la grabation, et après on pourra continuer, je voulais vous demander pourquoi on ne va pas faire les autres chapitres au livre de la éthique. Je suis d'accord, mais pour que tout le monde comprenne pourquoi on arrête ici là. On arrête ici parce qu'on s'est finalement concentré sur les 4 vertus cardinales, puisqu'elles concernent finalement globalement les 6 premiers livres de l'éthique. Mais l'éthique, alors, ceci dit, dans la première séance, je me souviens, on avait parlé du livre 1 et également du livre 10, parce qu'on avait parlé du point de départ de la réflexion sur la notion de bien chez Aristote, qui rejoignait donc les différentes définitions du bien pour parler finalement du bien suprême, du bien ultime, qui est donc la contemplation, la contemplation métaphysique, la contemplation de Dieu, ce qui nous a fait faire un crochet par la métaphysique pour parler de la conception de Dieu chez Aristote pendant une séance. Ensuite, ces considérations sur le bien nous ont dirigés vers les 4 vertus cardinales. Donc, au final, on aura parlé du livre 1, des livres 1 à 6 et du livre 10. Et pas du livre 7, 8, 9. Livre 7, 8, 9 qui, alors évidemment, c'est passionnant, ça parle de l'amitié. L'amitié au sens philosophique et social du terme, pas simplement au sens domestique. Et il revient aussi sur un certain nombre d'enjeux concernant les vertus cardinales dans les livres 8 et 9. Mais l'éthique, c'est un volume, c'est un ouvrage volumineux. Donc, si on veut parler des livres 7, 8, 9, ça nous prendrait encore 2, 3, 4 séances. Donc, le fait de s'être arrêté notamment sur les 4 vertus cardinales, c'est déjà bien. Donc, la prudence, livre 6, la justice, livre 5, le courage et la tempérance, livre 2 et 3. Donc, aumentamos une invitation pour que chacun lise de son côté pour la éthique ou au moins les livres qu'on n'a pas pu traiter. Si vous voulez, on va couper ici l'enregistrement et après on pourra nous discuter plus librement.